Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette nouvelle table ronde sur un thème particulièrement intéressant puisque nous allons parler de l'action de lever des fonds dans la Silver Economy, se donner les moyens pour voir grand. Voilà le thème de cette conférence. En 2030, en effet, la France comptera 21 millions de plus de 60 ans et plus, soit 3 millions de plus qu'aujourd'hui, et parmi eux, 55 000 centenaires, soit 7 fois plus qu'en l'an 2000. C'est vrai, on en a parlé déjà dans des conférences entre ce matin et cet après-midi. On va vieillir de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on a, nous disait un expert tout à l'heure, à peu près 20 ans de moins que nos parents au même âge. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, comment convaincre effectivement des investisseurs de soutenir une start-up dans la Silver Economy? Et une fois les investisseurs convaincus, que se passe-t-il? Des sujets essentiels, bien sûr, pour ceux qui veulent se lancer dans une entreprise de service à la personne. Nous allons ces sujets les aborder à travers l'exemple de Mélanie Slufsik, qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à tous. Vous êtes fondatrice de Colibri Intergénération. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et nous avons la chance d'avoir avec nous l'un de vos investisseurs, à savoir Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger notamment, et qui a rejoint récemment le Blast Club. C'est comme ça qu'on dit, le Blast Club? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Bonsoir. Qui a été créé, je crois, par Anthony Bourbon, hein, qui fait partie, comme vous, de ceux que l'on a pu voir dans l'émission Qui veut être mon associé? Exactement. Sur M6. Exactement. Voilà. Donc on va se lancer dans le vif du sujet, à savoir lever des fonds dans la Silver Economy. Vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez fait, Eric. Juste savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui cherchent des investisseurs, justement, dans la salle? Ah ouais. Il y en a un peu plus que ceux qui cherchaient des boulots dans les services à la personne tout à l'heure. Ok, j'espère qu'on va vous apporter les réponses à vos questions et puis vous n'hésiterez pas, bien sûr, vous avez des spécialistes ici, vous pourrez en parler avec eux. Alors Mélanie, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter Colibri Intergénération? On est en plein dans l'actualité, je dirais. Exactement. En fait, Colibri Intergénération, c'est un site qui va permettre de mettre en relation des jeunes de moins de 30 ans et des personnes de plus de 60 ans pour qu'ils puissent cohabiter ensemble, mais sur un travail de matching, un peu comme Tinder ou Mythiclé pour les relations amoureuses. Nous, on a décidé de développer un matching d'affinité pour le logement partagé. Puisque chez des seniors qui ont 60 ans, on a des chambres aujourd'hui qui sont inutilisées, qui ne sont même pas ouvertes. On s'en rend de plus en plus compte. Et en parallèle, on a des jeunes qui éprouvent la difficulté de se loger pour continuer leurs études, faire leur premier job. Donc, nous, on permet de les rassembler. Alors ça fonctionne, vous l'avez dit, comme Tinder, etc., enfin, en match, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur le site, tout simplement, que l'on soit, j'allais dire un vieux, non c'est pas bien, un ancien ou un étudiant, et alors ça fonctionne, l'intergénération, comme ça? Alors oui, ça fonctionne puisque je suis devant vous. Si ça ne fonctionnerait pas, je ne serais pas là. Ouais. Mais oui, le principe du site, c'est de s'inscrire. Ça, c'est vraiment l'étape cruciale. On s'inscrit, on rentre son profil, on dit qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et nous, on mouline derrière au travers de l'automatisation pour vous trouver des matchs potentiels à rencontrer. On ne choisit pas pour vous la personne à accueillir chez vous. Vous n'allez pas recevoir un jeune qui va faire ding-dong à votre porte le soir à 23h. Ce n'est pas du tout ça. Mais on va vous permettre d'avoir une présélection de qualité en fonction de votre desiderata, de pouvoir échanger avec eux sur une plateforme sécurisée. Parce que c'est aussi ça le frein premier qu'on a pu découvrir depuis qu'on est créé, c'est la peur de l'inconnu. La peur d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas chez soi. Bien qui sûr. Est-il On nous demande souvent, vous faites les casiers judiciaires? Ah bah non, on ne les fait pas. C'est CNIL, RGPD, ça c'est pas possible. Pour autant, on a créé une interface sécurisée le plus possible pour enlever ce frein-là. Comment vous est venue cette idée, justement? Parce que c'est souvent intéressant de savoir comment naissent les idées et comment vous, à partir de l'idée, comment vous avez fait pour la mettre en pratique. Alors l'idée, elle est hyper personnelle puisqu'elle est née de ma grand-mère qui, comme toutes les personnes qui vieillissent avec le temps, peut perdre son conjoint, se retrouver dans une grande maison. Et le choix de la famille à ce moment-là était de dire qu'est-ce qu'on fait de mamie, quoi? Est-ce qu'on la laisse chez elle au risque qu'elle se casse la figure demain, qu'elle soit seule, qu'elle en dépérisse? Donc on l'a accompagnée dans un nouveau lieu de vie. Et le soir même, elle m'a retenu la main et elle m'a dit « Mélanie, ramène-moi chez moi ». Donc le choix que la famille avait fait en son nom n'était pas le bon, en tout cas pas celui qui lui correspondait à ce moment-là, puisqu'elle était autonome, je précise bien. Et donc, dans ma tête, après mes années d'études de galère à trouver un appart à Bordeaux, d'un, à le trouver, et de deux, pas cher, je me suis dit, c'est surprenant, on a cette problématique de logement pour les jeunes, on a les seniors qui ont envie de rester chez eux,
mais ils savent pas trop comment y rester en toute sécurité et en arrondissant leur fin de mois. Et j'ai été à l'étranger voir ce qui se passait. Et je suis revenue de l'étranger avec cette valeur d'intergénérationnel à plus ou moins différents degrés. Parce que dans certains pays, on crée même des villages intergénérationnels. Maisons de monoparentales, crèches, papy-mamie, la famille en activité. Et c'est hyper intéressant. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, banco, faut y aller, quoi. Mais pourquoi, avant toute chose, pourquoi ça n'a jamais existé ou décollé en France? La première réponse, c'est que ça a existé et que ça existe depuis plus de 30 ans. C'est des associations qui défendent ce concept et elles le font très bien avec leurs propres moyens. Et je me suis dit, peut-être que le frein existant aujourd'hui au déploiement du concept, c'est l'absence de digital. Ce qui peut paraître au début bête, parce que senior, jeune, le digital, oula, attention, Mélanie, arrête de boire, quoi. Voilà, j'allais vous dire, à un certain âge, le digital, ça devient un peu compliqué quand même. Ouais, mais finalement, ce qui aurait pu être un frein pour nous dans le développement de la société a été un avantage face aux associations, un avantage dans notre communication, un avantage de présentation du concept, puisqu'on lui a redonné du sens, on lui a redonné de l'actualité, redonné du sexy là où il n'était pas du tout, ne serait-ce que déjà le terme, concept de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. C'est pas sexy, quoi. Oui, effectivement, quand on regarde comme ça, c'est pas forcément sexy. Mais en même temps, il y avait, j'allais dire, vous êtes tombé au bon moment, vous avez démarré quand? 2019. 2019. Alors non, 6 mois avant le Covid. Je dis pas ça le bon moment quand même. Mais pour autant, non, effectivement. Oui. Voilà, 6 mois avant le Covid, c'est pas possible. le Covid nous a arrêtés commercialement parlant. On a 1 an de moins d'activité commerciale prévue. Mais par contre, ça nous a permis de mettre en avant des valeurs qu'on défendait. Des valeurs de lien social, des valeurs où il faut arrêter de cloisonner les gens à un endroit et à un autre. Il faut plutôt essayer de retendre à recréer une société inclusive, recréer une société où les gens se parlent et se côtoient. Alors vous démarrez 2019, effectivement. Alors le contexte du Covid, effectivement, n'est pas bon, mais par contre, il y a un autre contexte qui est bon. Il n'est pas bon, c'est la crise du logement qui fait qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on a du mal, effectivement, à se loger. Et on le voit de plus en plus. Cette année, en 2023, c'est encore pire qu'en 2019. Donc, quelque part, ça vous a aidé aussi. Oui, ça nous a aidé. Après, quand j'ai créé Colibri, je ne disais pas que j'étais une société ou une start-up de l'immobilier. Je disais toujours, et je revois mes pitchs d'il y a très longtemps maintenant, où je disais, je suis une start-up de l'ESS, j'y crois fort, il y a des vraies valeurs, un vrai impact sociétal. Et aujourd'hui, avec le recul, je mets ce mot, je suis une start-up de la French PropTech et du lien social. Parce qu'on a une vraie réponse entre les mains à cette pénurie de logement pour les jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est des étudiants, des jeunes actifs qui signent leur premier contrat de travail, qui aujourd'hui sont obligés de renoncer à ce premier emploi parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. C'est quand même grave en 2023 d'avoir ce constat-là. Donc on prône cela, on en parle davantage pour rendre accessible la solution au plus grand nombre. Donc ça démarre assez vite, ça démarre bien. Je veux dire, vous démarrez avec tout de suite des offres, des propositions, des demandes. Alors, je dirais pas vite, puisqu'on aimerait toujours que ça aille plus vite. Mais oui, à un moment donné, ça démarre. On a nos premiers clients, on teste, on fait, on redéfait. Moi, je me souviens, il y a 18 mois, notre matching n'était pas automatisé. C'était des fichiers Excel qu'on faisait correspondre de colonne en colonne, avec des post-it sur le bureau pour dire, tiens, Ginette, elle veut du lien social, elle veut pas de partage, elle veut une fille, elle veut pas un garçon. On faisait comme ça. Et on a construit la solution qu'on a aujourd'hui. On a construit notre croissance. Aujourd'hui, on a, entre les lignes, on a signé un peu plus de 500 contrats depuis qu'on existe. Je sais pas le chiffre exact, mais un peu plus de 500 contrats, c'est déjà une belle victoire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, il faut qu'on lève des fonds? Alors, avant de lever des fonds, je me suis même posé la question de Mélanie, il faut que tu arrêtes d'être toute seule à la tête de la société. Parce que je suis un humain comme tout le monde et j'ai pas toutes les compétences. J'ai pas cette prétention, en tout cas, de le dire. Et du coup, j'ai déjà ouvert le capital de la société à 2 associés opérationnels qui sont venus compléter mes compétences et mes appétences. Et c'est bien après où là, on a commencé à tester à petit budget des opérations qui fonctionnaient. Et on s'est dit, pour que ça fonctionne encore mieux, il faut encore plus d'argent. Ouais. Voilà. Et c'est là où est arrivé le projet de levée de fonds. Et pourquoi l'émission d'M6? Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être incubée au Labo Village Baïséa d'Orléans, où a lieu chaque année un démodé, et où j'ai pu rencontrer Éric Larchevêque, alors très rapidement, mais il m'a donné 2-3 conseils pour pas me planter aussi, effectivement, et il m'a parlé de cette émission, et j'ai attendu l'ouverture des dossiers de candidature de l'année suivante, et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas lancer? De toute manière, je ne perds rien, au contraire, je peux que gagner.
Et pour être toute transparente, le dossier que j'ai fait, il a été fait, je ne l'ai pas trop trituré dans ma tête, j'ai voulu vraiment être transparente, honnête et humble, comme je le suis toujours au quotidien, avec une vidéo selfie pour présenter le projet. Donc j'ai pas fait un truc extraordinaire et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Éric Larchevêque, avant même l'émission, lorsque vous avez rencontré pour la première fois Mélanie, justement, en lui disant, peut-être, vas-y, inscris-toi sur cette émission? J'ai vu qu'elle avait un projet déjà qui était compatible avec l'émission. Si on prend ce cadre-là, l'émission Qui veut être mon associé sur M6 met en avant des entrepreneurs avec des projets qui doivent parler à tout le monde. Et la particularité de son projet, c'est qu'il était audible, les téléspectateurs pouvaient comprendre de quoi il s'agissait. Donc déjà, ça c'était le premier point. Et surtout, j'ai vu que Mélanie avait en fait un caractère et une capacité de pouvoir transmettre la passion sur le projet qui était assez forte. Et ce sont aussi des histoires de personnes. Quand on sait qu'un entrepreneur va venir pitcher devant les investisseurs, une énorme part va se jouer sur la capacité de l'entrepreneur à créer de la conviction. Et je me suis dit qu'elle cochait les cases. Et donc, naturellement, je lui dis, écoute Mélanie, est-ce que tu connais l'émission? Je pense que tu devrais y participer. Et donc, elle y a participé. Quand je l'ai vu débarquer sur le plateau, j'étais surpris parce que, évidemment, nous, on n'a absolument aucun accès au casting. Et il y a pas j'allais vous dire, vous n'avez filé aucun coup de pouce. Non. De toute façon, c'est vraiment séparé. Non, mais c'est important pour ceux qui veulent se disent, on va rencontrer Éric Larchevêque qui va nous aider. Ah non, en fait, je peux toujours vous donner du conseil sur comment faire au mieux votre présentation pour l'émission, si vous voulez passer dans l'émission. Mais il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de dossiers qui sont envoyés et ils vont en retenir que 80, 100. Donc il y a une sélection assez drastique qui va se faire et qui va se faire surtout quand même sur l'histoire qui est racontée. Il ne faut pas oublier que c'est une émission de télé. Il faut que le téléspectateur en fait puisse y trouver son compte. Donc c'est ça qui va être important à la fin. Ça reste un show. Ça reste un show, bien sûr, évidemment. Mais ça reste réel, par contre, c'est des vrais entrepreneurs et c'est vraiment l'argent, notre argent que l'on met. Donc c'est un show, mais qui est basé sur la réalité. C'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité à la télé. Exactement, voilà. Puis Mélanie en est la preuve aujourd'hui. Oui, voilà. Elle n'est pas actrice. Puis on va parler justement comment ça se passe pour la suite. Mais justement, pour rentrer un petit peu dans les coulisses, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'y participer à cette émission, Éric? Alors, c'est pas évident quand on est entrepreneur de se dire, tiens, je vais aussi mettre mon argent sur d'autres entreprises. Alors, quand j'ai entendu parler de l'émission, c'était en 2018, parce que ça a mis beaucoup de temps à être adapté en France. Il faut savoir que... Il y a eu 3 saisons pour l'instant, c'est ça? Alors, oui, la 4e saison sera diffusée probablement en janvier. Donc, on l'a mis en boîte, j'en parlerai tout à l'heure. Okay. Et donc, ça faisait très longtemps que Sony voulait adapter le format Shark Tank en France, mais aucune chaîne ne voulait prendre le risque de parler d'argent à la télévision. Il a fallu que Nicolas Taverneau de M6, qui lui est un entrepreneur, tape du poing sur la table et dise à ses équipes, on va le faire. Et donc ils ont lancé la mise en production, ils ont commencé à chercher des investisseurs. J'ai entendu parler d'émissions un petit peu par hasard, et dès que j'en ai entendu parler, je me suis dit, il faut que j'y participe. Pourquoi? Parce que je trouve que cette émission peut jouer, à l'époque je me disais, elle peut jouer un rôle social important, c'est d'intérêt public d'expliquer à tout le monde comment fonctionne l'entrepreneuriat, de pouvoir créer des vocations, de donner envie aux gens d'entreprendre. Et c'est une mission que je trouve noble. J'ai toujours aimé aussi aider les entrepreneurs, investir. Et donc le faire dans ce cadre-là, ça me parlait énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté de participer à l'émission, parce que je pensais, et je pense, puisque c'est le cas, qu'elle met en lumière les entrepreneurs, elle met en lumière l'entrepreneuriat, la création de valeur, et de réconcilier un petit peu les Français avec la notion d'argent, de risque, de business, et de montrer que finalement les entrepreneurs, ils viennent de partout. C'est pas juste des Parisiens qui ont fait HEC, non, il y a tout type d'entrepreneurs, et de montrer la richesse de l'entrepreneuriat en France. Et vous n'avez aucune obligation, aucune contrainte, vous les investisseurs, dans l'émission? C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné vous en choisissiez un ou non, ou vous pouvez n'en choisir aucun? Voilà. Pour être très clair, il n'y a absolument aucune contrainte. On fait du reste, et on n'a aucune instruction de la part de la prod. On a certes des oreillettes, mais c'est juste pour nous donner des informations par rapport au placement, au temps, etc. Mais on est complètement libre de nos choix, et il serait impossible que la prod commence à nous donner des instructions, à dire vas-y investis là, ce serait bien. Non, parce que c'est vraiment notre argent, et on n'a pas contractuellement, on ne doit pas s'engager à investir dans un minimum de start-up. Alors c'est vrai que si on n'investit pas du tout
bon, c'est pas sûr qu'on reviendrait en saison prochaine, donc il faut jouer le jeu. Et de toute manière, il y a suffisamment de projets intéressants pour jouer le jeu. Je veux dire, voilà, à chaque fois, on est surpris par le nombre d'investissements que l'on fait. Et pour la 4e saison, moi, je pensais que vu la conjoncture actuelle, ça allait être compliqué pour les entrepreneurs d'arriver, de lever les fonds. Eh bien, pas du tout. Ça a été le record. Il y a eu plus de 8 millions d'euros de levée sur la 4e saison. Et ça va être une saison très surprenante, très très bonne, surtout qu'il y a en plus Tony Parker qui va être présent tout au long de la saison et qui apporte en fait une approche différente du business. Et donc ce sera diffusé à partir de janvier sur M6. Ça, c'est du super teasing, hein, quand même. Ça donne vraiment envie de regarder l'émission donc, à partir du mois de janvier. Alors, ce n'est pas le seul moyen, bien évidemment, hein, pour investir. Non, heureusement. Il n'y a pas que l'émission. Voilà, et on en parlera là aussi. Mais pour rester un petit peu sur ce cadre-là, Mélanie, avec vous, faire ce fameux pitch, quand on les voit, mais on est spectateur de cette émission et en même temps, on arrive à se mettre, à avoir le track de la même façon, j'imagine, que ceux qui vont pitcher, parce que ce pitch, déjà, il faut convaincre, et en plus, il y a les caméras, quoi. Donc, ça complique les choses, j'imagine. Ouais, c'est pas évident. Même si j'adore pitcher, j'adore ma boîte, là, je vous avoue que l'histoire de pousser la porte noire qu'on voit bien dans l'émission, la porte noire, vous la poussez, à un moment donné, là, il y a le track qui arrive. Et je fais pas ma maline quand j'arrive sur le plateau à ce moment-là. Hein. Les gens qui me connaissent voient bien dans mes yeux et disent qu'est-ce qu'elle va faire encore. Vous vous êtes bien préparé à ça, pas toute seule, j'imagine? Alors, on est bien accompagné. On est bien accompagné par son entourage, on est bien accompagné par une équipe qui est derrière. On n'est pas lâché comme ça non plus parce que faut que vous se rendiez compte qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas, on n'a pas 10 prises, hein. C'est une seule et même prise. Donc ça, c'est hyper important. C'est un pitch qui sort. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Après, la production prend un certain nombre de séquences. En fonction des desiderata, du souhait, de la mise en image voulue. Mais il n'y a pas « attends, coupe, t'as ta mèche de travers » ou « attends, coupe, tu viens de dire une connerie ». Non, ça n'existe pas. Ouais. Vous avez un temps limité aussi? Non. Alors, le pitch, en fait, si ça dure trop longtemps, je pense qu'on va l'interrompre. On dit « attends, là, c'est bon, on va poser des questions ». Mais par contre, il n'y a pas de temps. Et un enregistrement, une séquence peut durer entre 40 minutes pour vraiment les plus courts, jusqu'à 2 heures, parce que parfois il y a beaucoup d'échanges, de questions, et surtout beaucoup d'allers-retours de négociations entre les investisseurs et les entrepreneurs, et qui vont aller réfléchir, revenir, contre-propositions. Donc il y a parfois des séquences qui durent longtemps. Donc ça dure le temps que ça dure, et il n'y a absolument aucune interruption. Et si un entrepreneur arrive et commence à rater son pitch, il le rate, et là on voit la panique dans les yeux, mais par contre il doit se rattraper. Et en général, il arrive à se rattraper. Et ça, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on pardonne complètement à quelqu'un qui se plante au début. Ça arrive plus souvent d'avoir quelqu'un qui fait un super pitch au début. On se dit, waouh, c'est incroyable, très bien exécuté. Et qui, par contre, va se planter complètement dès qu'on va poser les questions parce qu'il ou elle ne connaît pas bien ses chiffres, parce que finalement, il y a des choses qui n'est pas préparées. Et ça arrive de voir des crashs en fait terribles juste après le pitch. Donc le pitch en lui-même n'est pas forcément le moment où tout va se décider. C'est vrai que c'est. Alors il y a le côté show bien évidemment, hein, cet aspect-là que l'on ne voit pas nous quand on est spectateur. Mais quel conseil vous, Eric, vous donneriez à des gens justement qui veulent entreprendre et qui veulent se présenter comme ça devant un investisseur à la télé ou pas, hein, c'est pas le sujet, mais la motivation, c'est une chose, évidemment, tous les entrepreneurs sont motivés, mais ça ne suffit pas, il faut se préparer, vraiment se préparer à... Je pense que ce que vous diront la plupart des investisseurs qui écoutent des entrepreneurs, c'est qu'une des qualités essentielles que l'on attend, au-delà évidemment de la préparation, de connaître son business, de connaître son pitch, d'avoir travaillé, c'est l'écoute. Les investisseurs aiment avoir des entrepreneurs qui écoutent, alors qui en même temps ont une détermination, qui savent où est-ce qu'ils veulent aller, ils connaissent le chemin, enfin la finalité, mais par contre ils sont prêts à écouter et éventuellement changer un petit peu de chemin, parce que il est évident que dans l'entrepreneuriat il va se passer beaucoup de choses, on va rencontrer beaucoup d'inconnus, et un entrepreneur qui écoute, qui a cette capacité d'observation de l'environnement, de prendre les conseils, de voir qu'il va être vraiment dans l'écoute, ça c'est un élément essentiel. Et donc c'est important de montrer cette capacité d'écoute, ce qui ne veut pas dire que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, qu'il faut être une girouette, donc toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Mais ce point-là, en fait, est un point éliminatoire
pour tout entrepreneur qui va tout de suite, on va lui dire quelque chose. Non, il va le mettre de côté, il va continuer dans son truc. Et donc c'est pour ça que parfois on aime un petit peu pousser les entrepreneurs et leur poser des questions un peu délicates pour voir comment ils réagissent, connaître leur capacité aussi de pouvoir répondre dans le calme. Quelqu'un qui va s'énerver, ça aussi, en général c'est éliminatoire, mais là, enfin télé ou pas télé, hein, je parle en général. Et d'une manière générale, une des qualités essentielles, c'est le professionnalisme. Il faut être pro, il faut connaître son sujet, il faut savoir répondre aux questions, il faut avoir préparé. Et dans l'attitude, il faut avoir la bonne attitude. Donc une attitude ouverte, calme, posée. Avoir quelqu'un en face qui est posé, qui est calme, tout de suite, ça donne confiance. Et donc tout ça, ça se travaille. C'est pour ça que c'est important de travailler son pitch, de le faire avec d'autres personnes et de ne pas arriver les mains dans les poches. La préparation, de toute façon, c'est un des points essentiels de la chance, puisque la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Donc, l'opportunité, il faut savoir la créer. Par contre, il faut être préparé. Et donc, voilà, il faut travailler. Et la chance, il faut la provoquer, oui, complètement. Comme on dit. Vous êtes sur l'émission qui va être mon associé, plusieurs investisseurs. Alors, c'est une chance aussi, j'imagine, pour ceux qui veulent choisir, enfin, découvrir, avoir un investisseur. Mais c'est aussi une forme de compétition entre vous, entre investisseurs? Alors, oui, bien sûr, puisque lorsqu'on voit des deals qui sont de qualité, eh bien, tout le monde se bat. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Colibri, pour Mélanie, puisque je crois que sur la ligne d'investisseurs, on était 5. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas venue, parce qu'elle venait du Canada, et elle s'est dit non, mais Isabelle Chevalier a dit non, mais bon, je comprends, enfin voilà, c'est trop local, je ne peux pas dupliquer ça. Et sinon, tout le monde a fait des propositions et tout le monde s'est battu. Donc, alors ça n'arrive pas tout le temps, hein, évidemment, mais le fait d'avoir cette diversité d'investisseurs est une chance pour les entrepreneurs parce que il y en a tout le monde a une vision différente des choses, et donc un deal qui va paraître peu intéressant pour l'un va paraître génial pour l'autre, et donc ça c'est super parce que ça peut créer des surprises. Et puis aussi parfois il y a cette compétition parce que tout le monde veut arracher le deal, et là Mélanie était dans une position, dans un fauteuil en or. Elle dit bon, toi tu rentres, toi tu sors. Alors voilà, c'est ça. Ça c'est le kiff. Hein. Ouais, voilà. On parlait de show tout à l'heure, c'est la comparaison que je ferais avec The Voice par exemple. Bon, personne se retourne, au revoir, merci, vous reviendrez la prochaine fois. Et puis quand il y en a plusieurs qui se retournent, faut choisir. C'est à vous de choisir. Hein, oui, il faut choisir, et c'est dur de choisir. J'imagine que c'est compliqué. Parce que moi personnellement, quand j'ai fait l'émission, je me suis pas dit, ils vont tous faire une proposition. C'est ça, vous espériez, bon j'imagine être retenu, mais... J'espérais. Mais peut-être pas tout le monde, quoi. Mais pas tout le monde. Et c'est vrai que quand on est devant eux et qu'ils font tous leurs propositions, on se dit, maintenant c'est à nous de choisir, il ne faut pas se planter. Donc on a effectivement la capacité de pouvoir partir, réfléchir, mais c'est pas suffisant parce qu'ils m'ont lancé un deuxième défi. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu partager, donc Anthony, et du coup on est revenu sur la table sur une nouvelle proposition. Donc, mais c'est ça aussi le jeu, et ça montre à quel point on a entre les mains un projet qui est intéressant et sur lequel il faut se battre. Moi, je suis sortie de l'émission en disant, j'ai vraiment entre les mains de l'or, il faut vraiment que ces gens investisseurs soient à mes côtés pour qu'on arrive vraiment à aller le chercher et aller le vraiment traduire sur le marché en termes de croissance, en termes de rentabilité, en termes de signature de contrat. C'est ça l'objectif. C'était mon objectif à moi en sortant de l'émission. Et je suis très fière parce qu'on est en train de commencer à construire cette réussite-là. Alors, vous en avez choisi combien? Trois des investisseurs. Oui. Donc Éric Larchevêque ici présent. Jean-Pierre Nadir et Delphine André. Très bien. Alors, vous avez parlé de partage. C'est-à-dire, vous avez levé combien? Alors, sur le plateau de l'émission, oui. On a proposé 200 000 euros. Voilà. Alors, donc ensuite, vous êtes partagé, vous avez fait des propositions pour... oui, c'est ça. On s'est mis d'accord parce qu'à un moment aussi, dans cette cadre de compétition, il faut essayer de trouver des manières de revenir dans le jeu. Puisque moi, je me rappelle, Mélanie m'avait éliminé dès le début en disant bon, c'est bon, c'est pas la peine. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'elle avait aussi un peu ses envies, ce qui est complètement normal. Et en fait, c'est grâce à Anthony Bourbon qui a dit moi je veux tout le deal et qui lui a fait un peu peur, je pense, que ensuite Delphine André est revenue et a dit bon peut-être qu'on peut partager, que j'ai pu rentrer par la fenêtre. Donc c'est pour ça que ça peut des fois durer longtemps parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, il y a des vraies réflexions. Et là, personne ne peut dire bon ça suffit, allez, maintenant il faut se décider parce que ce sont des enjeux pour le reste de la vie de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que personne ne peut se permettre de mettre un chrono ou de dire voilà ce qu'il faut faire.
Et qu'est-ce qui Eric, vous a donné envie justement d'investir dans la silver economy, qui n'est pas forcément, qui est un sujet loin de ce que vous faites, vous? Oui, complètement. Alors, ça tient en un mot, Mélanie. C'est-à-dire que la plupart du temps, surtout sur ce format, où on doit prendre des décisions quand même assez rapidement, on n'a pas le temps, et c'est pas l'idée de regarder tous les chiffres. Donc on se fait bien sûr un aperçu du business, de sa rentabilité, de son potentiel, mais tout ça c'est très vite. On prend la décision sur le feeling que l'on va avoir sur l'entrepreneur. Est-ce qu'elle va avoir la capacité de porter le projet, de l'exécuter, de l'amener jusqu'au bout? Est-ce qu'elle sera résiliente? Est-ce qu'elle va pouvoir lutter contre les vents contraires? Est-ce que lorsqu'on lui pose des questions un peu compliquées, elle a tout de suite les réponses? Est-ce qu'elle connaît ses chiffres? Et là-dessus, c'était carton plein. Elle avait non seulement bien réussi son pitch au début, mais après, toutes les séquences de questions-réponses se sont très bien déroulées. Et donc là, je suis convaincu par Mélanie. Et ensuite, sur le business de la silver economy, ce que je me suis dit, c'est que ça, c'est des business qui ne peuvent que fonctionner et que se développer dans le futur, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, on va tous vivre plus longtemps et plus vieux, et donc on aura besoin d'apporter des réponses business. Donc ça avait du sens, son approche avait du sens. Et donc, j'ai pris cette décision très rapidement, parce qu'en réalité, on n'a que quelques minutes, et parfois, jusqu'au moment où on prend la parole et on se prononce, on ne sait pas ce qu'on va dire. Et donc là, il faut y aller. Et donc, c'est surtout Mélanie, au final, qui emporte la conviction et la décision. Et c'est pour ça qu'elle a fait carton plein sur le plateau. C'est pas que les gens se sont dit, la silver economy, c'est le futur. Ils se sont dit, ok, c'est bien, mais par contre, Mélanie, elle est géniale. En fait, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un véritable challenge des deux côtés de la barrière, à la fois pour l'entrepreneur et à la fois pour l'investisseur. C'est essentiel vous jouez votre argent, quoi, en fait. Ah oui, on investit vraiment notre propre argent. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie tension, un enjeu réel, et que parfois, on s'emplafonne aussi avec les autres investisseurs, parce qu'il y en a qui essayent justement de faire le forcing, d'avancer pour essayer d'avoir le deal. Donc, il faut aussi se lutter, parce qu'à la fin, il y a quand même des vraies décisions avec des vrais enjeux financiers qui sont pris. Et saison 4, c'est 8 millions d'euros qui sont mis sur la table au total. Donc, ce sont quand même des montants, mais colossaux. Et les enjeux sont à la hauteur de ces montants. Alors, l'émission est enregistrée, ce n'est pas en direct. Vous nous expliquer. Évidemment, ça a été enregistré en septembre-octobre. Voilà, septembre-octobre, c'est diffusé en janvier. Ouais. On vous a vu en janvier de cette année, Mélanie. Comment ça se passe une fois que c'est acté? C'est-à-dire que c'est acté au moment de l'enregistrement? Alors, il y a qu'il faut attendre. Non, il y a un deal en plateau, une poignée de main. Ouais. Et après, c'est là où le travail commence. Et donc, c'est le travail des audits, des due diligence. C'est-à-dire qu'on va quand même vérifier ce qui a été dit par Mélanie et puis par les autres. Donc, la poignée de main ne vaut pas accord. On n'est pas en droit anglo-saxon. Donc, il y a quand même un travail qui est fait par la suite. Et c'est là où le vrai travail commence. Parce que ce qu'on voit en fait en plateau, c'est juste le début. Et ensuite, il y a un accompagnement. On va regarder, on va faire les audits, on va vérifier, puis on va faire la term sheet et on va faire l'investissement. Et puis surtout, on va suivre le dossier, on va passer du temps, on va faire des workshops, on va faire des entretiens. Et c'est vraiment beaucoup de temps qui va être investi par la suite dans le projet. Voilà, parce que c'est une vraie responsabilité, Mélanie, que vous faites. Alors, on vous apporte de l'argent, mais bien sûr, il faut derrière que tout cela soit rentable. Donc, c'est beaucoup de temps aussi à passer. Ce que disait Eric, comment vous avez géré l'après, en fait? Plutôt bien, parce que ce sont des investisseurs bienveillants. Alors, je dis pas ça parce qu'il est à côté, mais c'est hyper important de se dire qu'ils sont pas là pour prendre toute la place et qu'ils sont pas là pour imposer. Moi, en tout cas, je me suis énormément nourrie du retour avant le passage de l'émission pour pas me planter. Parce qu'on a aussi eu des retours d'expérience où des sites ont craché au moment de l'émission, que le plan de communication n'était pas super top, et dommage parce qu'on n'a pas l'occasion de passer 2 fois ou 3 fois dans l'émission en prime time, devant 2 à 3 millions de téléspectateurs. Donc on prend beaucoup, vraiment, mais beaucoup. On s'en nourrit, on essaie de faire le tri, parce que c'est aussi très dur pour nous en tant qu'entrepreneurs, puisqu'on se construit dans l'opération du quotidien, on essaye d'envisager demain, après-demain, tout en écoutant tout le monde. Des fois, on se cherche un peu au milieu de tout ça, mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents, et concrètement, depuis cette expérience, depuis 1 an, on va dire, si on compte l'enregistrement, que s'est-il passé? Comment les choses ont évolué pour Colibri? On a développé notre business, c'est déjà pas mal. Ouais. Moins que ce qu'on avait imaginé, puisqu'on avait des ambitions très folles, peut-être un peu démesurées aussi, mais c'est le challenge, c'est ce qu'on... Voilà. Mais aujourd'hui, on est fiers du bout de chemin. On se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire.
peut-être plus cadré, faire changer des choses. Voilà, Colibri n'est pas à sa maturité. Colibri n'est que dans les prémices de son activité. C'est tant mieux quelque part. Ah ben tant mieux. Ça représente quoi aujourd'hui en termes de chiffres, par exemple, Colibri? On a fait x3 sur notre chiffre par rapport à l'année dernière à date, quoi. Donc déjà x3 c'est pas mal, malgré tout. Mais l'année prochaine on aimerait bien faire plus que x3. Ouais. Pour vous, Eric, aussi, j'imagine que chaque fois que j'imagine beaucoup aujourd'hui, je suis en train de m'apercevoir que je dis beaucoup de ça. Je suppose que quand on investit comme ça dans pas mal d'entreprises, ce que vous disiez, beaucoup de temps passé avec Mélanie, mais beaucoup de temps aussi avec les autres investisseurs, c'est aussi très chronophage. Alors aujourd'hui, j'ai une 50aine d'entreprises dans mon portfolio que je suis, et on me dit, mais comment tu fais? En fait, la réalité, c'est que tout le monde n'a pas besoin de moi au même moment et avec la même intensité. Donc l'un dans l'autre, on arrive quand même à suivre les deals. Au début, il y a plus de travail quand on doit se lancer, lorsqu'on on fait un investissement et on va se voir plus souvent. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, là, on va se parler tous les trimestres. Et puis à un moment, s'il y a un souci, on va faire une visio rapide sur un point particulier. Et ce n'est pas si chronophage que cela, parce qu'il faut bien comprendre qu'un investisseur n'est pas opérationnel. Un investisseur n'est là que pour discuter avec les fondateurs, les autres actionnaires, dans le cadre d'un board, pour pouvoir prendre des décisions, conseiller, mais en aucun cas faire le travail. Et donc, donc l'un dans l'autre, on arrive quand même à s'en sortir. Et ça prend pas tout mon temps, heureusement, parce que moi, je ne considère pas que mon métier soit investisseur. J'allais vous dire, c'est pas un métier, investisseur. Non. Enfin, moi, si, c'est un métier, mais en tout cas, c'est pas le mien. Voilà. Oui. C'est-à-dire que je me considère pas comme un investisseur. Bien sûr que j'en fais, mais ça représente qu'une toute petite partie de mon temps et de mes activités. Et pourquoi on en fait un jour? Qu'est-ce qu'on se dit, tiens, je vais investir? Alors, pour moi, c'est la transmission, l'envie d'aider et surtout l'envie de vivre des aventures par procuration. Parce que moi, je suis entrepreneur depuis longtemps. Bon, je suis connu pour Ledger, mais Ledger, c'est ma 10e entreprise. J'en ai fait pas mal avant, puis j'en ai fait depuis. Et j'aime vivre des aventures, j'aime aller dans des domaines nouveaux. Et là, avec l'investissement, qui est plus donc du business angel et donc la capacité d'accompagner, d'être proche et de passer du temps avec les entrepreneurs, c'est vraiment cette capacité de vivre des aventures. Mais c'est pas moi qui fais le boulot. Donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça que vous avez rejoint Anthony Bourbon, qui est l'un des investisseurs. Alors, aussi tout à fait. Sur Blast. Alors, le Blast Club. Alors, voilà. Anthony a créé le Blast Club, qui est un fonds d'investissement participatif avec des membres qui viennent mettre chacun entre 10 000 et 100 000 euros pour avoir au total plus de 100 millions d'euros à investir. Et là, l'idée, c'est que je puisse aussi apporter des deals dans lesquels on va pouvoir, les membres du club vont pouvoir abonder et investir. Et donc là, on est sur des deals beaucoup plus importants, puisque là, on a levé au total avec Blast 6 millions pour Weir, qui est une technologie de géolocalisation 2.0. On travaille aussi sur des dossiers dans le spatial où on va lever des montants aussi très importants. Donc là, on est vraiment beaucoup plus dans de l'investissement au sens professionnel du terme, où là, on est vraiment dans le métier, il y a des analystes, il y a des vrais process, etc. Alors que moi, quand je fais mes investissements via qui veut être mon associé, je suis quand même plus dans l'accompagnement, le partage, l'envie de vivre des aventures, et je ne le fais pas pour avoir un rendement en me disant il faut absolument que je fasse fois X, je ne le vois pas comme ça. Enfin, si je voulais faire du rendement, je mettrais tout dans le Bitcoin, je ne ferais pas business angel. Donc c'est plus le plaisir, le partage, l'accompagnement et aussi un peu de give back, de pouvoir aider les autres entrepreneurs, parce que moi aussi on m'a aidé et c'est normal de continuer et de passer la flamme. Le Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont l'ADN de Ledger. Qui sont l'ADN de Ledger et mon ADN à moi aussi un peu. C'est bien en ce moment d'investir dans le Bitcoin. C'est pas le sujet, je pense. C'est une petite aparté. Mélanie, quels sont vos objectifs aujourd'hui, vos ambitions? On arrive en fin d'année, on demande souvent aux entrepreneurs. Alors, vos objectifs 2024, c'est quoi? D'être toujours référencé comme un acteur de la cohabitation intergénérationnelle. Ça, j'aime le dire et le redire, parce que il y a des choses qui vont probablement évoluer dans les mois à venir sur ce marché-là et ce concept. Et Dieu sait que j'ai envie d'y prendre part, d'avoir une équipe toujours à mes côtés, parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Vous êtes combien aujourd'hui? Une dizaine. Une dizaine quand même? Une dizaine de collaborateurs. Des salariés? Des salariés principalement, tout à fait. Avec des freelances, quand on a un besoin ponctuel sur une thématique bien donnée, ça c'est bien. Moi je le conseille. Au début, mes associés étaient freelance, ils sont devenus associés salariés. On construit tout doucement une entreprise.
Mais en tout cas, 2024, oui, c'est continuer à faire grandir l'équipe et surtout percer sur le marché. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais je pense encore aujourd'hui qu'on n'a pas atteint cette taille critique qui fait que c'est finger in the noise, on a tout prouvé, pas du tout. Voilà, j'ai encore envie de donner de l'énergie, encore envie de prouver qu'on est là, qu'on va réussir à le faire et bien le faire. Comment vous avez traversé cette année, alors qui est à la fois très compliquée, enfin, avec la levée de fonds que vous avez réussi à faire, mais d'un autre côté, une crise de l'immobilier qui est très importante aujourd'hui. On a l'impression d'ailleurs que les autorités ne se rendent pas compte de l'importance de cette crise de l'immobilier. La difficulté de se loger est de plus en plus grande. Vous apportez des solutions et j'imagine que ça a amené aussi des demandes en grand nombre. Mais est-ce que vous trouvez justement l'immobilier qui convient pour ça ? Alors en fait, il faut, comme j'aime le dire, il faut provoquer. Ouais. Provoquer les choses, provoquer, ouvrir les portes. Là, le mois prochain, on est au ministère de la Solidarité pour expliquer opérationnellement ce qu'est le vrai concept de cohabitation intergénérationnelle en 2023, parce qu'on a nos clients qui nous le disent. Nos clients sont là pour exprimer un besoin et une attente, et aujourd'hui, la loi est imparfaite. Ça, c'est notre premier point. Notre deuxième point, c'est vraiment de se donner les moyens. Clairement, on n'a rien sans rien aujourd'hui. Hein. Donc, si on ne défonce pas les portes, gentiment bien sûr, mais rien ne se passe. Et vous l'avez très bien dit, on a une crise immobilière qui est là, qui est présente, qui va s'amplifier dans les années à venir. On a un vieillissement de la population, on a pu le prouver, hein, il est en train de se dessiner. Hein. On parle de transition, on parle d'une transition écologique aujourd'hui, mais on parle aussi d'une transition démographique. Et en tout cas, Colibri Intergénération veut se positionner comme un acteur de l'immobilier partagé, de l'immobilier des jeunes, des moins jeunes, du sociétal aussi, du lien social. On l'a prouvé avec le Covid. Arrêtons de mettre les gens dans des cloisons. Ouvrons. Les gens, ils veulent une société inclusive, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On le voit avec des micro-crèches intergénérationnelles qui arrivent sur le marché, mais c'est juste génial. Servons-nous de ça. Osons faire les choses, osons reconstruire les villes qu'on attend demain. Moi, mes enfants, c'est ce qu'ils attendent. On en parle aujourd'hui ouvertement et ils ont 15 et 12 ans. Hein. Donc si eux sont sensibles à la cause, c'est maintenant qu'il faut préparer leur avenir. Le logement partagé, c'est vraiment l'avenir. Et les grands groupes y viennent, hein, d'ailleurs, Bien aussi, sûr, vous font concurrence quelque part. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle piste de développement qui sont les promoteurs immobiliers qui viennent nous chercher parce qu'ils veulent créer des villes à notre image, à notre envie. Et au lieu de faire que de l'immobilier de bureau, de la résidence professionnelle et puis du locatif, eh ben, il va y avoir des résidences intergénérationnelles où on nous propose aujourd'hui un certain nombre de mètres carrés dans lequel on va positionner des jeunes et des moins jeunes pour créer cette vie intergénérationnelle. Et quand vous allez voir justement les décideurs, vous vous servez d'exemples que vous avez vous-même depuis 4 ans avec Colibri ? Oui, avec Colibri et avec une autre société plus privée, parce que j'aime l'immobilier, je le dis ouvertement, je trouve que c'est un très bon placement qui nous fait beaucoup apprendre sur soi, parce que c'est lourd à porter quand même. Mais ça fait partie aussi des bases de la vie, des éléments essentiels de la vie, se nourrir, se loger. Bien sûr, c'est Maslow, la pyramide de Maslow, ça fait partie de la base. Si on n'a pas ça, on ne vit pas. Hein. Mais il faut créer. Moi, je pars du principe où il faut oser. Il faut oser se planter. Ouais, on se plante, on perd de l'argent. Est-ce qu'on est plus malheureux ? Peut-être pas, parce que si on aime le risque, c'est kiffant quand même, hein, clairement. Mais il faut oser faire les choses, oser quitter son activité de salarié pour lancer sa boîte, oser se faire accompagner, oser aller chercher des investisseurs ou des experts qui sont là pour nous donner des conseils pour aller plus vite, plus loin. Oser être accompagné par des gens de talent qui ont une énergie et une patate qui le matin quand vous arrivez au bureau, je vous promets, quand vous ouvrez la porte, vous n'avez pas envie de partir, vous voulez rester avec eux, bosser. Parce que leur énergie devient votre énergie. Et quand on est chef d'entreprise, je peux vous promettre que les journées sont longues des fois, hein, c'est compliqué. Hein. Ce qu'on entend depuis ce matin ici dans les différentes conférences et dans les allées du salon, c'est qu'effectivement se lancer dans une entreprise de service à la personne, c'est pas uniquement du business, quoi. Il y a une motivation autre au départ. Vous êtes d'accord avec ça, Mélanie ? Oui et non. Je suis convaincue aujourd'hui, en tout cas en 2023-2024, que sur le marché de la silver economy, on peut faire de l'argent. Voilà, faut le faire correctement, hein, mais on est capable de faire des entreprises qui, dans du moyen terme, pas du court terme non, mais du moyen terme, est capable d'en vivre, de vivre des fruits de son activité. Quel conseil vous donneriez à tous ces jeunes femmes et jeunes hommes qui ont envie de se lancer justement aujourd'hui dans une entreprise ou qui se sont peut-être déjà lancés et qui ont besoin d'investisseurs ?
Déjà, gardez pas l'idée pour vous. Ça, c'est fini. Hein. Ça n'existe plus. On la met plus sous clé dans le dernier tiroir au fin fond de la cave. Ça ne marche pas. Faut pas avoir peur de se la faire voler, c'est ça? C'est ça. Et faites-vous voler votre idée, ça veut dire qu'elle n'est pas con. Voilà. C'est Coco Chanel qui disait prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Ouais, mais c'est hyper important. Je trouve que quand on voit naître des concurrents, ça prouve que l'idée n'est pas bête. Donc c'est hyper important et appréciable quand on lance une entreprise. Mais quand on est au tout début du projet, il faut oser en parler. Oser en parler à des pairs, oser en parler à des experts, oser en parler à des gens qui ont vécu la création d'entreprises, qui se sont plantés, qui ont réussi, parce qu'il y a des petits tips qui peuvent être partagés et utilisés. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment de grands conseils à donner, c'est moi ce que j'ai fait et ce qui me sert aujourd'hui et qui me servira toujours demain. S'inscrire dans la ville de demain, Éric Larchevêque, ça fait partie aussi des motivations d'un investisseur aujourd'hui, la ville ou la vie de demain, parce qu'elle peut être en zone rurale également, bien sûr. Oui, bien sûr, le fait de réfléchir dans le futur, d'essayer de créer des choses pour le futur d'une manière générale, ça fait partie des raisons pour lesquelles on va investir. Et on regarde toujours dans le dossier que l'on analyse quels sont les impacts. Aujourd'hui, même si on n'est pas un fonds à impact qui va se spécialiser sur le développement durable ou autre chose, le fait d'avoir quand même une véritable réflexion autour de l'impact de ce que l'on fait ou d'avoir une mission qui peut aider tout simplement la société à avancer sont des éléments qui sont valorisés par tout investisseur. Donc c'est quelque chose, je dirais que si ce n'est pas en tout cas en ce qui me concerne le point principal, parce que je ne suis pas un fonds à impact, une entreprise, aujourd'hui on ne peut plus avoir des projets qui arrivent et qui disent bon de toute façon moi je fais des trucs en plastique pour de la surconsommation et enfin, même si l'idée est très bonne et que le business est très bon, ce sera très difficile de lever des fonds parce que cette notion de responsabilité aujourd'hui elle est au cœur de toutes les décisions. Vous qui êtes chef d'entreprise depuis quand même quelques années maintenant, Mélanie évoquait la crise du Covid tout à l'heure. Est-ce que vous avez senti un avant et un après? Est-ce qu'il y a une différence depuis? Depuis le Covid? Oui. Est-ce qu'on entreprend plus, on entreprend autrement? Alors, je pense qu'il y a eu un mouvement avec le télétravail, avec aussi la réflexion du sens. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à réfléchir au sens dans le travail et se sont dit peut-être qu'il y a du sens à devenir entrepreneur, à devenir auto-entrepreneur, parce qu'il n'y a pas non plus que la start-up, hein, on peut aussi entreprendre à son compte. Et l'impact du Covid, c'est sûrement ça, la capacité d'avoir pris le temps de réfléchir au sens qu'on a envie de donner à son travail, et donc la capacité de pouvoir aller entreprendre. Donc je pense que ça a été un facteur accélérant. Maintenant, d'un point de vue général, on revient beaucoup. Le télétravail est de plus en plus supprimé. On revient en fait au monde d'avant, parce qu'on a parlé du monde d'après qui n'a jamais existé, et on revient au monde d'avant. Mais par contre, je pense que cette recherche de sens, elle est vraiment de toute façon au cœur des nouvelles générations. On dit que les jeunes, ils veulent plus bosser, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas qu'ils veulent plus bosser, c'est qu'aujourd'hui, le sens est important dans toutes les décisions qu'ils vont prendre et donc dans leur travail. Et ils vont réfléchir avant tout à quel est le sens du travail. Et ça, je pense que c'est aussi aux employeurs, aux patrons, aux investisseurs, aux entrepreneurs, de réfléchir à ce sens et d'être capable de transmettre du sens dans le travail et pour pouvoir créer de l'engagement. Parce que les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à ça et ils ne se disent plus je vais passer 30 ans à bosser dans une entreprise, dans une usine, à faire des trucs que je m'en fous. Non, ils sont prêts à bouffer des patates à la limite, mais par contre trouver du sens, ça va être important et je pense que c'est ça aujourd'hui la différence que l'on peut voir par rapport aux générations précédentes, parce que l'environnement n'est plus du tout le même. C'est ce sens-là qui fera la différence si je présente mon dossier de création, de développement d'entreprise au Blast Club, par exemple? Alors, la notion de mission, bien sûr, elle est importante parce que plus un investisseur, un fondateur va être vraiment percutant et convaincant dans sa mission et plus la mission va être noble, eh bien, plus on aura la capacité de présenter cette même chose aux membres du Blast Club parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être plus de 3000 personnes qui vont prendre des décisions. Donc, présenter son dossier au Blast Club, aujourd'hui, il faut que derrière, effectivement, soit porté par une vraie mission. Et pour comprendre si oui ou non ça a du sens pour vous de présenter le dossier, voilà, c'est des investissements qui sont plutôt de l'ordre d'1 million d'euros minimum. Donc si vous cherchez 200 000 euros, ça ne sert à rien d'aller voir le Blast Club. Mais en tout cas, si vous avez un business, une start-up, que vous voulez lever des fonds de manière importante, allez sur le Blast Club, c'est blast.club, il y a un formulaire, vous pouvez remplir, ça dure 7 minutes.
Et après, le dossier sera relu par des analystes. Dites que vous venez de ma part, comme ça le dossier me sera rapporté. Et s'il passe, c'est assez rapide. Ensuite, le process du Blast Club est très rapide. En fait, en un mois, on peut arriver à avoir en fait, directement un début de réponse et ensuite passer en comité et passer devant les membres. Donc l'idée, c'est aussi d'aller beaucoup plus vite dans la capacité d'investissement. Vous avez des critères de sélection en nombre, par exemple, parce que j'imagine que le fait qu'on vous voit en plus, qu'on vous connaisse de par la télé, de par l'émission, ça suscite de nombreuses demandes. Bien sûr, mais il faut que le projet ait déjà une certaine existence, il faut qu'il ait du chiffre d'affaires, c'est pas juste un PowerPoint avec une idée, il faut qu'il y ait des preuves de marché. Et donc, parce que pour lever 1 million, 1,5 million, 2 millions, il faut déjà avoir passé un certain cap. Donc, de toute façon, vous pouvez toujours tenter votre chance et on a les capacités d'analyse, donc il n'y a aucun problème pour recevoir les dossiers. Par contre, pour passer à l'étape suivante, si vous avez déjà des revenus, s'il y a déjà des preuves de marché, s'il y a déjà un minimum de structure, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné. Merci Eric pour toute cette belle présentation. Je crois qu'on en sait un petit peu plus maintenant sur le Blast Club, mais il faut chercher à investir au moins 1 million d'euros. Oui, on va dire à partir de 500 000. D'accord. Mais bon, on préfère des dossiers, on peut aller chercher plusieurs millions, parce que l'idée, c'est à la fois de faire le seed et la série A. Je suis peut-être un peu technique, mais il faut mieux lever plus rapidement pour donner plus de chance en fait au projet. Donc quelqu'un qui cherche 500 000, on va plutôt lui dire, allez, va lever 2 millions, et comme ça, tu gagnes 2 ans, quoi. Mélanie, pour conclure avec vous, comme on a commencé avec vous, votre société, on l'a dit, elle est virtuelle. Au départ, c'est un site. Là, vous êtes sur le terrain, présente. Vous avez un stand, ici Colibri Intergénération, présent au Salon des services à la personne. Comment ça se passe depuis ce matin? Beaucoup de demandes, beaucoup de réussites déjà? C'est beaucoup de présence, beaucoup de contacts. Ça fait partie des salons pour nous qui est le plus important, puisque ça brasse du B2B, du B2C, donc nos partenaires, nos clients. C'est aussi, nous, un des rares moments où on va échanger physiquement parlant avec des clients. Donc, Donc ça vaut de l'or pour nous. C'est des feedbacks de clients qui viennent nous voir en disant « je suis inscrit sur votre site » ou « je suis en contrat, ça se passe bien », etc. Ou des clients qui « on aimerait connaître un petit peu davantage le processus, comment ça se passe ». C'est toujours bon, ces opérations de terrain pour comprendre les enjeux, comprendre les motivations, pour ne pas les perdre. Donc c'est un très beau salon. Un très beau salon. C'est une très belle conclusion du coup. Merci beaucoup Mélanie. Merci Eric d'avoir fait le déplacement pour Mélanie. Elle l'a dit, ces investisseurs sont très présents. La preuve en est, vous êtes là aujourd'hui avec nous. Merci à tous les deux. Merci. Je vous propose de les applaudir. Merci. Restez là si vous aimez le sport aussi, puisqu'il y a un rendez-vous très important à 17h30. Comment trouver son chemin dans un monde chaotique? Une conférence d'Edgar Gros-Piron, multi-champion olympique de saut en bosse et de ski acrobatique. Donc ici même à 17h30. 15. Il est 15, alors c'est maintenant.